Salut tout le monde, bienvenue dans le 22e épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de la catégorie écriture où je vais vous parler de fins de romans et en particulier de celles qui peuvent saborder votre histoire. J'ai choisi ce sujet car il s'agit d'une des faiblesses que nous rencontrons fréquemment dans les textes que nous recevons, mais qu'elle est assez facile à corriger une fois que l'on connaît la nature des erreurs potentielles. Alors, ce tuto vous concerne particulièrement si vous avez déjà suivi le tuto « Les 6 piliers de l'écriture d'un roman ». Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé parce que je vais régulièrement faire référence à des points que je ne réexpliquerai pas ici dans le détail. Donc, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de regarder d'abord l'épisode concerné. Ensuite, si vous peinez à terminer votre roman de façon satisfaisante parce que vous sentez bien qu'il y a un problème quelque part dans la fin de votre livre, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, ce qui est assez fréquent. Et enfin, si vous cherchez tout simplement à améliorer votre approche de l'écriture avant de vous lancer dans un nouveau livre, pour un peu plus d'organisation et de méthodologie dans votre travail. Alors je précise qu'un lecteur vous pardonnera peut-être un début de roman hésitant, ce qui est assez fréquent quand on regarde les commentaires laissés par les lecteurs sur les fiches des livres en boutique, où ils disent « j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais ça en valait la peine ». Donc ça, ce n'est pas forcément un gros problème, en tout cas ce n'est pas rédhibitoire. Un milieu d'histoire également un peu mou, avec un petit passage à vide, mais où tout ce que vous avez mis en place jusque-là justifie que le lecteur décide quand même d'aller au bout. Par contre, il vous pardonnera très rarement une fin ratée, et je vais revenir sur ce point derrière et vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, petit préambule avec quelques points qu'il me semble intéressant d'évoquer avant d'entrer dans le vif du sujet. La première chose, c'est que l'auteur, selon moi, doit connaître la fin de son livre avant de l'écrire. C'est une théorie qui, bien évidemment, n'est pas partagée par tous les auteurs, débutants ou confirmés d'ailleurs, que je connais, mais je l'explique et je la défends dans le tuto dont je parlais juste avant, celui des 6 piliers, puisque la fin du livre est directement connectée à 4 des 6 piliers, donc un nombre quand même important, les 4 piliers en l'occurrence de préparation, c'est-à-dire le concept, les personnages, le thème et la structure. Généralement, il est assez facile de reconnaître une relation entre une fin de livre ratée, et je vais bien sûr expliquer derrière ce que j'entends par raté, et un déficit de préparation, souvent un problème de structure en ce qui concerne la fin du livre. C'est pourquoi je fais partie des personnes qui considèrent que l'auteur a tout intérêt à connaître la fin de son histoire avant de se lancer dans l'écriture de son livre, mais je ne reviens pas dans le détail sur cette question-là, je vous renvoie vers l'autre épisode pour en savoir plus. Notez qu'une fin ratée, c'est généralement la promesse de susciter des émotions négatives chez le lecteur. Indifférence, agacement, tout ça pour ça, etc. Et donc d'en perdre une bonne partie. Car une fin de roman doit conclure le livre en lui-même, mais permettre aussi de maintenir la relation avec le lecteur pour un futur autre ouvrage. Encore plus s'il s'agit évidemment d'une trilogie en cours, ou d'une série de livres. Comprenez bien que la fin d'un livre est ce qui justifie l'investissement émotionnel d'un lecteur durant tout son voyage, toute sa lecture. C'est-à-dire que s'il arrive au bout en étant totalement déçu, cela remet en cause le temps et l'argent accessoirement, mais surtout le temps et l'énergie qu'il a passé dans sa lecture. Donc, lorsque vous mettez entre les mains d'un lecteur votre livre, vous passez avec lui une forme de contrat tacite, un contrat moral, qui implique que la fin du roman doit être satisfaisante. Alors, avant de parler de fin ratée, je vous propose de regarder ce que sont les qualités d'une bonne fin, de manière objective. Si vous prenez les 10 romans qui vous ont le plus marqué, que vous avez le plus aimé, notamment parce que vous avez vraiment été soufflé par la fin de ces livres, vous constaterez que les fins de ces romans partagent 3 points communs que je vais appeler universels. Ce sont des fins logiques du point de vue du concept, satisfaisantes du point de vue du thème et des personnages, et inévitables du point de vue de la structure. Je précise qu'inévitable ne veut pas dire qui ne surprend pas, bien au contraire, mais simplement qui arrive à point nommé dans la structure du récit. On va en reparler juste après. Évidemment, selon le genre du roman, selon que vous êtes en litté générale, sentimentale, polar, thriller, suspense, mystère enquête, fantasy, SF, etc., les déclinaisons de chaque qualité vont être légèrement différentes, puisque chacune regroupe un certain nombre de sous-points qu'on va voir juste après, mais les principes restent vraiment universels. Si vous reprenez les 10 livres qui vous ont le plus marqué, notamment parce que leur fin était particulièrement réussie, que vous l'avez vraiment bien vécu, vous constaterez que ces 3 points communs se retrouvent, quel que soit le genre du livre, et même si les déclinaisons varient légèrement. Parlons maintenant des 10 fins ratées, entre guillemets, c'est-à-dire des fins qui peuvent nuire à l'expérience de lecture, en sachant que je vais bien sûr revenir sur chacune d'entre elles juste après. Donc les fins problématiques sont celles qui ne sont pas cohérentes avec le genre du livre concerné, ne répondent pas aux attentes naturelles liées au genre, trahissent la psychologie et l'évolution des personnages, se servent d'éléments 100 fois vus dans d'autres livres, n'apportent pas les résolutions attendues ou en apportent trop, veulent inutilement faire plaisir ou faire du mal au lecteur sans servir l'histoire, utilisent des ficelles pour résoudre les questions en attente,
modifient subitement et sans raison le ton, le style ou les principes de mise en scène, sont trop courtes ou trop longues par rapport à la taille du récit et interviennent trop tôt ou trop tard dans le récit. Donc vous pouvez constater que ces fins problématiques sont universelles à la fois sur le fond et la forme en fonction des points. Évidemment, ces fins problématiques peuvent être retrouvées dans tout type de roman, tout type de genre, avec des incidences, des conséquences qui vont être plus ou moins importantes en fonction du genre. Et évidemment aussi, plus vous cumulez de points négatifs, plus la fin va être ratée. Par exemple, si vous avez une fin qui est simplement trop courte, le degré de ratage entre guillemets sera moindre par rapport à une fin qui serait à la fois trop courte, qui trahirait la psychologie des personnages et qui serait incohérente avec le genre du livre. Donc ce récapitulatif regroupe les grandes catégories de fins dites ratées, en sachant que, même si tous les lecteurs sont différents, la psychologie d'un humain, je l'avais déjà expliqué dans l'épisode des 6 piliers, répond à des grandes règles universelles et notamment pour les fins de romans, les attentes des lecteurs sont assez cohérentes les unes avec les autres, elles sont à la fois intellectuelles et émotionnelles et les fins problématiques que vous avez dans ce tableau couvrent les deux aspects, intellectuels et émotionnels. Donc si vous n'atteignez pas l'équilibre entre les deux, de façon générale, vos lecteurs vont être, à des degrés divers, insatisfaits. Voyons maintenant ces 10 aspects dans le détail. Première règle, une fin de roman doit être cohérente avec le genre du roman. Cela peut sembler évident aux yeux de la plupart des auteurs, mais j'en parle parce que j'ai déjà vu des choses très étranges dans certains manuscrits. Donc là, je vous donne 2 exemples à ne pas reproduire, un peu extrêmes, je le reconnais, mais c'est pour bien marquer les esprits. L'exemple d'une romance contemporaine tout à fait normale qui se terminerait par une fin western de type règlement de compte à hockey choral, qui n'aurait pas de sens, ou l'exemple d'un thriller réaliste, ancré dans le monde réel, dans lequel à la fin, une soucoupe volante pleine de méchants martiens débarquerait. Une telle confusion des genres tardive, donc qui arrive à la fin du roman sans aucune explication, sans aucune logique, ne sert ni l'histoire ni le lecteur. Même si vous aviez l'intention de faire quelque chose d'original, vous n'allez que créer de la confusion. Donc sachez que si vous avez l'intention d'introduire un genre différent du genre principal de votre roman à la fin du livre, dans 99% des cas, ce sera une erreur, ce sera maladroit et très mal vécu par le lecteur. Donc, sauf cas de figure très particulier, respectez le genre de votre livre jusqu'au bout, notamment parce que cela va avoir des incidences sur le deuxième point qu'on va voir juste après. Deuxième règle qui est directement liée à la première, vous devez fournir à vos lecteurs une fin qui répond aux attentes naturelles liées au genre de votre roman. Par exemple, un roman mystère-enquête doit nécessairement fournir une solution, une explication, et une romance doit présenter l'évolution d'une relation. Qu'elle soit positive ou négative, la fin doit traiter les points incontournables du genre concerné et du thème du roman. Vous ne pouvez pas expédier les explications relatives au mystère-enquête que le lecteur a suivi pendant tout le livre. Vous ne pouvez pas non plus expédier la conclusion de cette romance à laquelle le lecteur s'est attaché pendant toute sa lecture. N'oubliez pas que les lecteurs choisissent un livre pour ses promesses émotionnelles et intellectuelles, peur, rire, tristesse, mais j'aurais pu mettre réflexion par exemple, et que vous devez donc remplir ce contrat initial. Troisième règle, proposez une fin qui respecte l'évolution de vos personnages. Leurs dernières paroles ou actions doivent être cohérentes avec leur évolution personnelle tout au long du livre. Ils ont appris, enduré, aimé, détesté, donné des choses, quelles qu'elles soient, et j'aurais pu mettre d'autres exemples, et tout cela fait qu'ils ont un parcours derrière eux que le lecteur a vécu à leur côté. Il est très désagréable pour un lecteur de se retrouver confronté à des personnages qui perdent toute cohérence, qui accomplissent ou disent des choses qui n'ont pas de sens par rapport à qui ils sont devenus, généralement parce que cela sert une structure défaillante et que l'auteur a besoin de raccrocher les wagons à la fin en se servant de ces personnages pour boucler la boucle. Et ça, le lecteur y est sensible, mais au sens négatif du terme. Ne dites jamais au revoir à vos personnages en leur faisant accomplir des actes qui n'ont aucun sens par rapport à qui ils sont devenus, car cela lance un message subliminal au lecteur qui est qu'en fait toute sa lecture a été inutile. Le lecteur va se sentir trahi en ayant l'impression d'avoir perdu son temps et en ayant l'impression que vous ne saviez pas, ce qui est généralement le cas, où vous alliez en partant. D'où l'importance, et j'insiste encore lourdement sur ce point, de connaître la fin de son livre avant de se lancer dans l'écriture, parce que ce n'est pas tant la fin elle-même qui est le plus problématique, ce sont tous les jalons que vous allez poser en cours de route pour arriver à cette fin, et notamment dans la progression de vos personnages, toutes les épreuves, tout ce que vous allez leur faire vivre pour justifier qui ils sont devenus à la fin. N'oubliez pas que les personnages sont, pour le lecteur, la fenêtre par laquelle est vécue l'histoire. Ne trahissez pas leur identité ou leur évolution pour compenser un défaut de structure parce que c'est bien pratique, au risque de perdre toute crédibilité et logiquement de perdre pas mal de lecteurs.
4e règle pour une fin réussie, faire en sorte qu'elle soit originale et personnelle. Alors ayez toujours à l'esprit que vos lecteurs, avant de lire votre livre, en ont certainement déjà lu des centaines, et donc ils ont déjà vu tout un tas de fins plus ou moins originales et plus ou moins réutilisées par d'autres auteurs avant vous. Vous avez donc tout intérêt à éviter tout ce qui sent le réchauffé, le banal, l'imitation, etc. Donc parmi tous les exemples que j'aurais pu citer et que j'ai vu circuler dans des manuscrits parmi tout ce que nous recevons, je vais vous en citer quelques-uns, mais ce ne sont que des exemples parmi toute une liste bien plus longue et qui vont certainement vous parler. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces fins parfois réutilisées jusqu'à la corde? Par exemple les miracles pratiques ou la mort subite, à l'opposé. C'est-à-dire ou une façon de faire du happy ending avec des personnages qui se sortent de situations impossibles par un miracle, parce qu'on ne sait plus trop comment faire autrement. À l'opposé, la mort subite qui, elle, permet de se débarrasser de personnages devenus un peu gênants dont on ne sait pas trop quoi faire ou pour créer un effet un peu sensationnel. Autre exemple, nous avons les sorties de coma ou de rêve qui permettent de laisser penser que toute l'histoire qui a été vécue n'était finalement qu'une illusion. Ça a été aussi beaucoup utilisé au cinéma, dans les séries télé par le passé. Donc c'est une méthode de fin d'histoire qui a quand même été largement exploitée. Vous avez également l'amnésie soudaine qui permet de justifier pourquoi, pendant tout le livre, le héros ou l'héroïne a fait des choses complètement inexplicables. Ah bah c'est bien pratique à l'arrivée, c'est parce qu'en fait, il ou elle avait une amnésie et que donc tout s'explique. Vous avez aussi les méchants jumeaux, j'aurais pu mettre des guillemets, qui sont fréquemment ou qui ont été fréquemment utilisés dans les polars, thrillers, mystères, enquêtes, pour expliquer à la fin pourquoi ces crimes qui semblaient impossibles, finalement ont été commis. Ils étaient 2 et non pas 1. Et puis dans un tout autre domaine qui est beaucoup plus forme que fond, vous avez la dernière ligne de dialogue qui se veut spirituelle, qui a été utilisée aussi au cinéma, en série, pas seulement en littérature, qui, quand elle est mal utilisée, qu'elle tombe un peu à plat, est souvent plus superflue qu'autre chose. Ce sont des exemples. Parmi d'autres, il y en a tout un tas, je ne vais pas tout citer ici, c'est plus pour vous rappeler des exemples que vous avez certainement déjà lus ou éventuellement vus ou entendus. Et donc mon conseil ici est que vous avez tout intérêt à vous affranchir de vos modèles. Même si vous avez des romans favoris, des auteurs qui vraiment vous plaisent et qui vous ont influencé dans l'écriture, dans le choix de vos thèmes, dans le type de roman que vous aimez écrire, vous avez tout intérêt à trouver votre fin, une fin qui ne ressemble pas à des choses récentes, pas à des modes en cours. Essayez vraiment de vous éloigner de tout ça parce qu'il n'y a rien de plus agaçant pour un lecteur que d'arriver au bout d'un livre qu'il a jugé plutôt de bonne tenue et de se retrouver avec une fin qu'il a déjà lue, vue, à peu de choses près, dans X livres avant le vôtre. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important. 5e règle, proposez une fin qui résout l'essentiel, mais qui laisse de la place au lecteur. Alors bien sûr, la fin d'un roman doit résoudre au moins un point, celui qui découle directement du genre et du concept que vous avez choisi. Ça peut être trouver le méchant dans une enquête policière, l'aboutissement d'une histoire d'amour, savoir si la bombe qui a menacé les personnages pendant tout le livre va exploser, savoir si un personnage malade tout au long d'une histoire va mourir ou s'en sortir, etc. Cette fin doit aussi, idéalement, et quand c'est pertinent, ça dépend bien sûr de votre livre, apporter une réponse aux intrigues secondaires principales. Alors principales, pourquoi ? Eh bien parce que généralement elles sont rattachées à vos personnages secondaires principaux et qu'elles peuvent avoir une incidence ou une relation quelconque avec l'intrigue principale. Mais attention, et c'est souvent ça qui fait la différence entre une écriture maîtrisée et mature et une écriture encore un peu enfantine, cette résolution ne doit pas empêcher le lecteur de poursuivre l'expérience en imagination. Par exemple, si vous avez 30 chapitres dans votre roman et que dans le chapitre 2, on a rencontré un chien à un feu rouge qui, pendant quelques paragraphes, a eu une vague importance, est-il vraiment essentiel à la fin du roman de savoir ce qu'est devenu ce chien ? Alors bien sûr, ça peut avoir une importance si, par exemple, le chien a mordu un des protagonistes et que ça a une conséquence quelconque sur le récit, mais dans l'absolu, si le chien n'a pas plus d'importance que ça, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de laisser flotter quelques questions en suspens en laissant le lecteur se débrouiller avec son imagination ? Et d'ailleurs, c'est certainement une des plus belles expériences pour un auteur que de voir ses lecteurs s'approprier le récit au point de pousser certaines scènes en imagination plus loin que ce que vous avez prévu, d'inventer des suites, d'inventer des probabilités et de les laisser se débrouiller tout simplement avec tout ça. Donc sachez laisser flotter quelques fils mineurs. Je pense vraiment que c'est très important pour la maturité de votre roman et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre résolution et verrouillage. Vous devez bien sûr proposer des résolutions dans votre roman pour que vos lecteurs soient satisfaits, qu'il y ait vraiment une impression de fin, de conclusion, mais le verrouillage, lui, est rarement une bonne idée car vous devez laisser de l'espace à vos lecteurs, de la place pour qu'ils puissent vraiment poursuivre l'expérience en pensée.
et c'est généralement ce qui fait la différence en termes de maturité entre un roman pleinement maîtrisé et un roman qui est encore un petit peu enfantin et qui a besoin d'un peu plus de travail. 6e règle, écrire une fin qui serve l'histoire et qui ne serve rien d'autre. Beaucoup d'auteurs débutants, quand ils travaillent sur leur premier voire deuxième livre, ont tendance à vouloir faire plaisir à leur tout nouveau lectorat en essayant de ce que j'appelle le brosser dans le sens du poil. 2 tendances se dégagent dans ce cas-là. La première est de vouloir écrire une fin qui sera très positive, très optimiste, ce que j'appelle une fin bisounours. Le fameux « tout est bien qui finit bien » qu'on retrouve par exemple à la fin de tous les dessins animés Disney. La deuxième tendance, c'est de vouloir faire l'opposé, c'est de vouloir montrer qu'on est capable d'aborder des sujets plus sombres, plus violents, plus brutaux dans certains cas, qu'on n'a pas peur non plus de se débarrasser de ces personnages en les tuant, et de le faire sans aucun motif valable et donc compréhensible du point de vue de l'histoire. Dans les 2 cas, c'est une mauvaise façon d'aborder la fin de votre roman. La fin doit servir votre roman jusqu'au bout, en restant dans la continuité de votre univers, et non pas à vous servir à vouloir faire plaisir à tel ou tel public. Je vais prendre l'exemple de Mia, qui a un univers général sombre, relativement pessimiste, voire fataliste, et souvent nos lecteurs nous font le commentaire, voire le reproche d'une certaine façon, que nos personnages ont une fâcheuse tendance à mourir. Alors dans ce cas, moi je leur réponds par une autre question, en leur demandant si ces personnages n'étaient pas morts, est-ce que la fin du livre vous aurait semblé juste ? Et invariablement, leur réponse est la suivante, oui, vous avez raison, il fallait qu'ils meurent. Ce « il fallait », il répond au inévitable dont je parlais au tout début de l'épisode. C'est-à-dire qu'aucune autre fin n'aurait pu aussi bien convenir que celle-ci parce qu'elle s'impose d'elle-même, qu'elle est dans la continuité et dans la justesse du récit global. Autre exemple opposé, Cathy Doll, qui est l'auteur anti-morosité de notre maison d'édition et qui écrit des ouvrages à la frontière de la littérature sentimentale et de l'humour. Si demain Cathy, dans son prochain roman, se met à trucider ses personnages en fin de livre alors qu'elle est dans son univers habituel, ses lecteurs vont être complètement déboussolés, voire énervés, ne vont pas comprendre et vont forcément être déçus. De votre côté, gardez à l'esprit que vous devez toujours servir votre histoire, ne jamais tomber d'un côté dans le sentimental positif et béat ou de l'autre côté dans le macabre un peu sensationnel pour pouvoir prouver que vous savez écrire dans tel ou tel domaine. La fin s'impose, elle est inévitable et c'est aussi pour ça qu'il est toujours conseillé de la préparer en amont, c'est parce que tout le récit va servir à arriver à cette fin-là. Votre fin doit toujours répondre à cette logique. Quelle est la fin la plus inévitable pour mon récit, celle qui s'impose par rapport aux autres parce qu'elle est juste et parce qu'aucune autre fin n'aurait pu aussi bien conclure ce récit. 7e règle, construisez une fin solide et sans facilité. Alors pour tout type de roman, mais encore plus si vous avez écrit un thriller, suspense, polar, mystère-enquête avec une notion de résolution, votre lecteur doit rétrospectivement, lorsqu'il arrive au bout du roman, savoir qu'il a disposé au fil du récit de toutes les informations qui lui auraient permis d'arriver à la fin que vous lui proposez, même si votre fin est très surprenante et que vous avez fait en sorte de distiller vos indices partout dans le livre. À défaut, il va avoir l'impression que vous le prenez pour un idiot, tout simplement. Donc faites très attention de ne pas introduire un personnage essentiel 3 pages avant la fin, je le précise parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans plusieurs textes. Évitez toutes les explications tirées par les cheveux ou narrées de façon artificielle. Typiquement, c'est le bloc de dialogue qui dure 30 lignes dans lequel un des personnages essaye de faire passer tout ce que vous n'avez pas su faire passer autrement au fil de vos chapitres pour arriver à votre fin. Ça, c'est généralement une méthode qui est très lourde et mal vécue par les lecteurs. Et surtout, évitez le tour de passe-passe qui consiste à tirer une information du chapeau, à la ressortir de nulle part, alors que votre lecteur n'a eu aucun moyen d'accéder à cette information avant, parce que là, vous allez vraiment lui donner l'impression de le prendre un peu pour un imbécile. Et généralement, les réactions sont très mauvaises. Encore une fois, je l'ai déjà dit, vous êtes dans une logique de contrat tacite passé avec votre lecteur, d'un bout à l'autre du roman, et vous devez respecter ce contrat jusqu'à la fin. 8e règle, conservez une unité de plume et de mise en scène jusqu'au bout. Souvent, afin d'obtenir quelques effets de style, les auteurs débutants ont tendance à vouloir introduire des éléments un peu étranges dans la toute fin de leur livre, dans les dernières pages. Or, c'est généralement une mauvaise idée, parce que ça a tendance à casser l'immersion, le dernier point de tension dans lequel le lecteur se trouve plongé. Par conséquent, pour éviter une rupture brutale qui ferait que le lecteur sortirait de votre livre alors qu'il est sur le point de le terminer, je vous conseille d'éviter les changements de ton, c'est-à-dire passer par exemple d'un ton qui a été plutôt dramatique tout du long pour rentrer dans le registre comique, changer de temporalité, si tout votre livre a été au passé simple, imparfait, classique, pourquoi le mettre tout d'un coup au présent? Il va falloir dans ce cas pouvoir le justifier, parce que votre fin est construite d'une façon bien particulière. Je vous conseille aussi d'éviter de changer de style.
Si vous aviez jusque-là tendance à utiliser des phrases courtes, un peu nerveuses, voire lapidaires parce que cela servait votre histoire, évitez de rentrer sur la toute fin dans un style beaucoup plus empoulé avec des phrases plus longues construites de manière plus alambiquée. Et enfin, évitez le changement de mode narratif, sauf si la construction de votre livre tout du long le justifie. Par exemple, si tout votre livre a été narré à la première personne en mode interne, ne passez pas subitement dans un mode externe qui ne serait pas justifié par votre récit, par la construction que vous avez mise en place pour arriver à cette fin, parce qu'il est évident que dans certains cas, ça peut bien sûr s'expliquer. Donc, sauf cas particulier, préservez bien le mode d'immersion dans lequel vous avez plongé votre lecteur et qui, sur la toute fin, devient encore plus important, et ne le cassez pas dans les dernières pages, sauf s'il y a de vraies bonnes raisons derrière, parce qu'en fait, vous allez bien plus détruire la dernière bonne impression que créer un effet positif pour le lecteur. 9e règle, vous assurez que votre fin est d'une longueur équilibrée par rapport à la taille de votre roman. Je vais prendre 2 exemples extrêmes et opposés qui vont tout de suite vous parler. Un roman de 200 000 mots ne peut pas se terminer par une fin que vous expédiez en une demi-page, et une nouvelle de 10 000 mots ne peut pas se terminer par une fin délayée sur 10 pages. Il y a une forme de proportion à respecter, de rythme naturel dans le livre qui doit être cohérent d'un bout à l'autre, et ce que je conseille généralement comme moyenne à avoir en tête, alors c'est une moyenne et évidemment ça va varier en fonction de la longueur habituelle de vos chapitres, de votre manière d'écrire, de la façon dont vous avez découpé et structuré votre histoire, mais la proportion qui me semble intéressante à avoir en tête pour se situer, c'est 1 à 3% de la longueur totale de votre roman. Par exemple, si votre livre fait 300 pages, votre fin va correspondre environ à 3 à 9 pages de longueur totale. Si votre fin est trop longue, cela signifie ou que vous avez encore des informations à donner à votre lecteur qui auraient dû se trouver plus tôt dans le livre et qui se retrouvent entassées et regroupées sur la fin du roman, ou éventuellement que vous avez du mal à quitter votre livre, donc que vous jouez la montre. Cela se produit souvent quand les auteurs ont du mal à dire au revoir à leurs personnages et ils n'en finissent plus de traîner d'une certaine façon. À l'inverse, si votre fin est trop courte, cela signifie généralement que vous avez donné trop d'informations en amont et que vous n'avez pas su arriver clairement à un point de tension, je vais en reparler juste après, qui vous permette de dire « ça y est, j'atteins la fin ». Donc résultat, quand vous arrivez à ce qui devrait être la fin, en fait vous avez déjà dit tout ce que vous aviez quasiment à dire et il ne vous reste plus grand-chose pour bricoler une porte de sortie. Résultat, votre fin a l'air un peu mesquine et souvent le lecteur va rester sur une impression de « ah, c'est fini là ?» parce qu'en fait, il n'a pas clairement identifié la dernière séquence de votre roman. Donc c'est intéressant de garder en tête cette notion d'équilibre pour savoir concrètement ce qu'on va mettre dans la fin, quels sont les éléments qu'on va incorporer dedans pour pouvoir dire au revoir à ces personnages et mettre un terme bien clair à l'histoire. Et enfin, 10e règle qui est directement connectée à la 9e, faire en sorte que votre fin soit placée stratégiquement au bon moment dans le récit. Cette fin, elle doit intervenir après l'ultime point de tension prévu dans l'histoire. Alors, point de tension, qu'est-ce que j'entends par là ? Tout va dépendre bien sûr du genre de votre roman. Ça peut être une ultime révélation, un ultime dialogue important, une information capitale qui est donnée, une confrontation entre des personnages qui va faire éclater une forme de vérité, c'est-à-dire la dernière séquence dans laquelle vous accrochez le lecteur avec un élément important de fond. Si vous précipitez votre fin, qu'elle arrive trop tôt sans que vous ayez réuni tous les bons ingrédients, vous allez vous retrouver, c'est ce que je disais juste avant, à devoir tasser tout un tas d'éléments et d'informations sur une partie qui devrait être juste une conclusion. Et si vous attendez trop longtemps après l'ultime point de tension et que votre fin se fait désirer, que vous n'arrivez pas à une conclusion claire, le soufflet va retomber. Et vous allez vous retrouver avec toute une dernière partie qui va être un peu inconsistante et avec un rythme décalé par rapport à ce qui précède. Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment et tout ce que j'ai largement évoqué dans l'épisode des 6 piliers. Les fins que j'appelle mal calibrées viennent souvent d'une mauvaise structure initiale. C'est-à-dire que le découpage de votre récit dans votre tête est trop flou, que vous avez du mal à savoir ce que vous allez mettre dans telle ou telle case au fil de l'histoire, et que donc vous avez énormément de mal à poser le bon curseur au bon endroit. Ces fins mal calibrées peuvent aussi venir d'une difficulté qui concerne particulièrement les débutants, c'est la difficulté à quitter sa propre histoire. Généralement, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à disparaître avec le temps, au fil des livres, au fil des parutions, parce qu'on devient bien conscient que chaque roman ne sera pas le dernier, et que même si l'on est passionné par ce qu'on écrit et par l'histoire qu'on est en train de raconter, on est capable d'un détachement qui est encore un peu délicat sur le premier livre généralement. Attention aussi à l'usage souvent maladroit de l'épilogue. Beaucoup d'auteurs ont tendance à utiliser l'épilogue comme une fin, en décalant en fait les éléments de ce qui devrait être leur fin dans l'épilogue, et en mélangeant un peu les choses.
Je rappelle qu'à la base, l'épilogue doit vraiment être considéré comme la cerise sur le gâteau. En aucun cas, il ne fait partie du récit en tant que tel. C'est un ajout, c'est un plus, un add-on, on pourrait dire, quelque chose que vous proposez au lecteur parce qu'il y a un contre-coup très lointain dans votre récit qui mérite d'être mentionné. Alors par exemple, imaginons vous avez terminé votre histoire et vous voulez expliquer ce qu'est devenu le personnage principal dont vous venez de raconter la vie 10 ans plus tard. Vous allez faire un épilogue d'1 ou 2 pages, simplement pour une projection. Ça peut être toutes sortes de petites précisions, de petits cadeaux bonus que vous faites à vos lecteurs pour qu'ils restent encore pour quelques lignes dans votre univers, mais en aucun cas ça n'appartient au récit principal. C'est-à-dire que si l'on devait retirer l'épilogue du livre, le récit resterait compréhensible jusqu'à la fin. Donc attention de ne pas vous servir de l'épilogue pour mettre dedans des éléments qui sont indispensables pour comprendre votre histoire jusqu'au bout. Voilà, j'en ai terminé avec cette synthèse. J'ai essayé de faire court et efficace pour éviter de vous noyer sous trop de détails. Mais si vous avez des remarques ou des questions sur un point particulier, évidemment, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour que je puisse éventuellement, dans un autre épisode, rentrer de façon plus détaillée dans telle ou telle particularité. Ces conseils, vous l'aurez compris, restent généraux, c'est une première approche, mais mon objectif ici était de vous faire comprendre à quel point la fin est, en tant que telle, une séquence essentielle dans votre roman. Donc vraiment, je vous conseille de particulièrement travailler sur ce point lorsque vous êtes en phase de révision de votre roman, que vous êtes en train de le reprendre de A à Z pour vérifier son rythme général. Cette fin, c'est vraiment la dernière impression que vous laisserez à votre lecteur. C'est ce qui va conditionner le fait que, oui ou non, il sera de retour pour lire votre prochain livre. Donc vraiment, faites en sorte que votre fin soit la meilleure possible, qu'elle soit logique, satisfaisante, inévitable et qu'elle respecte donc les grands principes que je viens d'évoquer. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à laisser votre avis dans les commentaires. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Je vous retrouve très prochainement dans l'épisode 23 qui sera un tuto administratif, comprendre et gérer ses ISBN. À très bientôt!